De Tahiti aux îles Hawaï, en passant par les Canaries, les îles lointaines ont toujours exercé une sorte de fascination sur les esprits. Il en est de même pour les Antilles françaises. La Martinique et la Guadeloupe, c'est tout un arsenal de clichés, colliers, choux, foulards, madras et doudous. C'est la légende dorée de la terre tropicale où la vie insouciante se déroule sur des plages de sable blond au rythme des biguines chantées et dansées par de nonchalants insulaires. Filets de pêcheurs, petites cases coquettes le long de la route, champs de cannes, paysages verdoyants aux collines piquées de palmiers, le visage que présentent ces terres, promues en 1946 département français, tient de l'image d'Épinal. Seulement l'époque des îles heureuses est aujourd'hui bien révolue et il ne faut pas longtemps aux voyageurs pour déceler derrière ce décor charmant de villes blanches ouvertes à la brise du large un profond malaise. Consiste-t-il? La question, nous l'avons posée au député maire de Fort-de-France, la capitale de la Martinique, à l'auteur du cahier d'un retour au pays natal, au grand poète Aimé Césaire. Peut-être ce malaise consiste dans l'angoisse qui étreint tous les Martiniquais, à quelque classe qu'ils appartiennent, quand ils essayent d'envisager l'avenir. C'est un pays qui tremble pour l'avenir, un pays qui ne se découvre pas de perspective, si vous voulez. Voilà le signe essentiel de ce malaise. Est-ce qu'il y a de la misère? Incontestablement également. C'est un pays où le niveau de vie est bas, très bas, beaucoup plus bas qu'il ne peut apparaître lorsqu'on se promène dans les rues de Fort-de-France. Souvent, on m'a dit, mais c'est curieux, les gens sont bien habillés, ils sont chaussés, ils sont propres, il y a peu de mendiants, tout ça c'est vrai. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, malgré cela, malgré ce décor extérieur. Et le Martiniquais est extrêmement soucieux de sa dignité extérieure. Malgré tout cela, il y a une misère réelle, il y a une misère profonde. Et moi, je le sais bien, dans mon cabinet de maire, tous les gens qui viennent me voir, toutes ces mères de famille, tous ces hommes qui viennent me parler des conditions dans lesquelles ils vivent, de leur habitat, et qui viennent demander du travail, c'est là véritablement qu'on peut mesurer la misère martiniquaise. Ici, personne ne meurt de faim, c'est vrai. La terre est suffisamment prodigue pour offrir à qui veut bien les cueillir la noix de coco, la banane, le fruit de l'arbre à pain. Mais le revenu annuel moyen ne dépasse pas 1200 francs. Voyez ces ouvriers agricoles, prolétaires, qui par leur nombre représentent les 3/5 de la main-d'œuvre. Ils ne sont employés que 4 ou 5 mois dans les plantations de canne à sucre ou dans les bananeraies, et le reste de l'année contraints de se débrouiller. Loin des grandes routes, par les sentiers d'argile glissante, nous sommes allés alors découvrir le cœur des Antilles. Là, dans des villages ignorés, nous avons vu des cases branlantes. Pas d'eau courante, pas de plancher, pas de lumière, pas de fenêtre. Un seul ornement chez ces paysans inscrits au Parti communiste, une image de la Vierge. Là, nous avons vu des gosses maladifs, souffrant de malnutrition, sans jouets, sans habits, dont le repas de midi se composait de bananes cuites. On construit des écoles, on construit des hôpitaux, un immense effort social est en cours. Scolarisation à 95%, mortalité infantile en régression, mais rien n'a été fait pour offrir des occasions de travail à des gens par ailleurs citoyens français, dont l'existence n'est somme toute ni meilleure ni plus digne que celle de leurs ancêtres esclaves. Pourquoi ? Vous avez combien d'enfants? 10. 10, c'est beaucoup. Oui. Pourquoi vous avez autant d'enfants? Je sais pas. Ils sont tous du même père? Non, 2 pères. Combien? 2 pères. 2 pères.
Vous êtes marié? Non. Vous allez à l'église le dimanche? Oui, quoi, moi? À la messe? Oui, Tous les dimanches? tous les dimanches. Le problème est d'autant plus aigu que les îles sont surpeuplées. En Martinique, où 285 000 habitants vivent à l'étroit sur 1000 km², les statistiques révèlent une poussée démographique annuelle de 3,5%. D'ici 20 ans, la population aura donc doublé. Même chose en Guadeloupe, où le nombre des habitants croît de plus de 8 000 chaque année. De tout temps, le peuple a été amateur de familles grouillantes et a connu un nombre élevé de naissances illégitimes. Près de la moitié de ces jeunes Antillais sont des enfants naturels. Le système des allocations familiales a de plus été interprété comme un encouragement à la procréation. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Et pourtant, ici, c'est la France. À qui l'oublierait, les hurlements d'Édith Piaf, que Radio Antilles propage jusque dans les HLM de Fort-de-France, auraient au fait de le rappeler. Si elles sont parmi les plus jeunes départements français, la Martinique et la Guadeloupe sont aussi parmi les plus anciennes terres françaises d'outre-mer. 3 siècles de présence française n'ont pas manqué d'influencer profondément le mode de vivre, la nourriture, l'habillement. Cet attachement à la métropole s'est trouvé renforcé d'une certaine manière par l'avènement de la Ve République. Lors du voyage du général de Gaulle aux Antilles, il y a 2 ans, beaucoup de ceux qui eurent droit au shake-hand présidentiel refusèrent ensuite et pendant longtemps de se laver les mains. Le goût de la critique, aussi répandu ici que le penchant pour le beefsteak pomme frite, peut passer également pour un signe de l'influence française. La chanson vient de Paris, la mode aussi. On boit au repas du Beaujolais, le drapeau tricolore flotte sur la préfecture et les petites filles font leur catéchisme. Ici, c'est la France et ce n'est pas la France. Ces Noirs, ces mulâtres qui vivent à des milliers de kilomètres de la métropole peuvent-ils être considérés comme des citoyens à part entière? Aucune de ces femmes qui se veulent élégantes comme une Parisienne, aucun de ces Noirs qui à l'école a appris l'histoire de nos ancêtres les Gaulois ne veut l'indépendance, mais la voix s'amplifie de ceux qui réclament l'autonomie. Je crois que si véritablement nous voulons résoudre nos problèmes, il faut libérer l'initiative martiniquaise. Vous connaissez la vieille formule de l'amnèse sur la centralisation abusive. On a dit que c'est l'apoplexie au centre et que c'est la paralysie aux extrémités. Eh bien, nous sommes à une des extrémités, une extrémité lointaine, 7000 km de la France, et effectivement, je considère que le système actuel, pour la Martinique, signifie l'immobilisme. Et l'immobilisme, pour un pays comme celui-ci, et qui est en pleine croissance démographique, qui dans 20 ans va doubler de population, ben, l'immobilisme dans un pays comme celui-ci, c'est la mort. C'est la ruine, c'est le chaos. Voilà pourquoi je crois qu'il faut changer le statut départemental. Ne pensez-vous pas qu'il est illogique de la part des Antilles, à l'heure de la décolonisation, de l'indépendance, de vouloir rester attaché à un pays métropolitain situé à des milliers de kilomètres? C'est un des paradoxes, mais vous savez bien que l'histoire est faite de paradoxes. Et la route de l'histoire n'est pas simple, il faut tenir compte de l'histoire. La Martinique a vécu en symbiose avec la France depuis 3 siècles. Et la géographie est une force, mais l'histoire aussi est une autre force. Et si vous voulez, culturellement, nous avons toujours appartenu à l'univers français. Il était contestable qu'il y a dans ce pays une présence extrêmement forte de la civilisation française. Ce n'est pas la seule composante, comme voudraient le faire croire certains Martiniquais. Et ce n'est pas la seule composante, comme voudraient le faire croire le gouvernement français. Par exemple, je considère qu'il y a une autre composante qui est la composante africaine. Enfin, il est absolument incontestable qu'il y a ici une très forte influence culturelle française et traditionnelle française, si bien que nous appartenons à l'univers français, avec des variantes. dont les Antilles ne sauraient être considérées comme des départements à part entière. Elles vendent leur rhum, leur sucre, leurs bananes à la métropole, qui en contrepartie leur expédie tout ce dont elles ont besoin pour vivre. C'est le système d'échange du pacte colonial qui subsiste.
Mais il est une féodalité qui se satisfait de cet immobilisme. Elle possède les terres et le commerce, elle produit du sucre, raffine du sucre, vend du sucre. Elle tient en main l'économie du pays. Ce sont les 10 familles, les Blancs des îles, les Békés. Vous êtes un Béké. Qu'est-ce qu'un Béké? C'est ce qu'il y a de mieux. Les Békés, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Depuis combien de générations êtes-vous ici? Nous sommes ici depuis 300 et quelques années. Ça fait pas mal de générations, je n'ai pas le chiffre en tête exactement. Combien il y a de Békés dans le pays? Je n'ai pas le chiffre exact, entre 2500 et 3000, je crois. Et ils sont tous parents les uns avec les autres? Et ils sont tous parents ou alliés, parce que le pays étant tout petit, et comme nous nous marions qu'entre nous, ils sont tous parents. Quelles sont les relations des Békés avec les gens de couleur? Excellentes. Excellentes. J'ai de très bons amis mulâtres. Et nègres aussi. C'est facile à mener les ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Mais les Békés vivent à part, entre eux. Les Békés ne vivent pas à part. Les Békés vivent, ils ont, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont de très bons amis, gens de couleur, mais ils vivent entre eux, si vous voulez, pour protéger leurs filles, pour ne pas les mettre trop en relation avec les gens de couleur. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que votre fille ou vos filles épousent des gens de couleur? Parce qu'il faut, pour qu'un ménage soit heureux, marier des gens de même conditions, de même éducation. Vous croyez qu'une révolution est ici possible, une révolution comme il y en a eu à Cuba ou en Algérie? Certainement, certainement. Parce que nous avons déjà ici tout ce qu'il faut, le rhum pour exciter la foule, les belles paroles pour exciter la foule, et ils ont déjà des quotas affûtés, c'est leur outil de travail. Si jamais la Martinique a l'indépendance, qu'est-ce que vous ferez les Békés? Eh bien, on va leur couper le cou, peut-être. À qui? À vous? Mais il faudra qu'ils se mettent bien. Il faudra qu'ils se mettent bien. Il ne faut pas qu'ils me ratent. Déjà le sang a coulé. Décembre 1959, un automobiliste français ayant insulté un scooteriste antillais, la dispute dégénéra en une véritable émeute. Couvre-feu, état de siège, fusillade, 3 morts. 3 morts, c'est aussi le bilan des troubles qui, au printemps 1961, accompagnèrent une grève d'ouvriers agricoles. Depuis, règne un calme apparent, peu de gendarmes dans les rues, aucune démonstration spectaculaire. Mais cet équilibre est fragile. Le moindre choc suffirait à le rompre. On parle d'ailleurs de répression. Le fait est que les mesures arbitraires pleuvent, révocation de fonctionnaires, saisie de journaux, interdiction de meetings. Certains parlent des Antilles comme d'une prochaine Algérie. Est-ce que vous souscrivez à la formule? Je n'y souscris pas parce que ce serait simpliste. Et que dans l'histoire, il n'y a jamais deux situations pareilles. L'autre disait qu'on ne se baigne pas dans le même, on se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Eh bien, c'est encore plus vrai dans le domaine historique. Il est clair que la situation martiniquaise, la situation antillaise, présente des différences considérables. Différences de civilisation, différences de tradition, différences géographiques, différences politiques. Par conséquent, la Martinique ne peut pas être une deuxième Algérie. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a cependant quelques éléments qui ne sont pas sans rappeler la situation algérienne et qui font que les hommes qui ont la charge administrative de ce pays devraient faire attention au nom de ce principe, à savoir que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Nous avons d'abord la même poussée démographique qu'en Algérie, nous avons le même manque d'industrialisation, nous avons le même type d'économie qui reste encore une économie coloniale, et nous avons le même système politique qui est un système de fausse assimilation, un système de fausse intégration,
par conséquent, il y a là un mythe qui n'est pas sans rapport avec le mythe algérien, le mythe de l'Algérie française. Et puis, il y a, hélas, quelques institutions extrêmement fâcheuses et qui ne sont pas sans rappeler ce que nous avons connu en Algérie. Par exemple, la fraude électorale, la division du pays légal et la séparation entre le pays légal et le pays réel, le culte du gouvernement pour la fausse représentation. Bref, le béni oui-oui n'est pas seulement algérien, le béni oui-oui c'est aussi un idéal, l'idéal d'administration française métropolitaine à la Martinique. L'avenir est sombre. Si les autorités n'y veillent, d'ici 3 ans, les Antilles compteront 50 000 chômeurs. On parle alors d'industrialisation. Mais pour l'heure, la mode est au tourisme. Près de 2 millions de citoyens américains se déversent chaque année sur les Caraïbes à la recherche d'exotisme, de coups de soleil, de cartes postales et de souvenirs artisanaux. Pourquoi ne viendraient-ils pas répandre leurs dollars sur ces terres françaises ? Nulle part dans les Antilles, il n'y a de plages aussi charmantes, de bougainvilliers aussi éclatantes, de paysages aussi variés. Seulement il existe un précédent peu enviable, celui de Cuba. On sait depuis que l'implantation du tourisme et de ses joies annexes dans les pays jeunes entraîne parfois une détérioration des mœurs. Sonner l'alerte à propos des Antilles peut paraître prématuré. Nous ne prétendons pas au don de prophétie, et d'ailleurs chacun peut voir que les Antilles ne sont pas l'Algérie, et que les événements qui s'y préparent ne feront pas 1 million de morts. Mais ces terres françaises depuis 300 ans risquent de réserver à la France de pénibles surprises. Ce n'est pas que rien n'ait été fait par la métropole. Au contraire, l'aide apportée, les projets en cours semblent plus importants que jamais. Mais le problème est ailleurs, nous vivons à l'époque où chaque peuple veut accéder à la majorité.